Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Municipal, magouille, déshonneur et bonne nouvelle. Hollande, Glucksmann, bouffon, pétrole vers les 150 dollars. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Franz Ambroche, mes chers Anissé, Yvette Poré, Rodogune Petitpas et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Estrosi est prêt à tout. Ah, Estronzi, mais quel sketch! C'est le visage le plus hideux de la politique. Reniement, retournement de veste, démagogie, mensonge. Peut-on faire pire? Ah oui, un autre macroniste. De quoi s'agit-il? Christian Estrosi, totalement perdu, appelle désormais la gauche et la France insoumise à un front républicain pour battre Éric Ciotti à Nice. Il faut quand même rappeler que Éric Ciotti était autrefois son ancien lieutenant. Quand certains parlent de valeurs républicaines, c'est vraiment un sketch. Quand en plus il met un t-shirt pour faire de gauche, c'est carrément grotesque. Notez que je n'étais pas très loin hier, hein. J'avais prédit qu'il était prêt à montrer son derrière pour gagner les élections. Bien aujourd'hui, il appelle les électeurs de la France insoumise à le soutenir. Lui, qui vomissait sur ces mêmes électeurs il y a encore 15 jours. Pathétique clown. Sébastien Lecornu a appelé Marine Tondelier ce matin pour évoquer les fronts républicains et Nice notamment. Grosse pression de toute la Macronie depuis hier soir. Les écolos ne retireront pas leur candidate pour sauver Estrosi. Et oui, Lecornu s'active pour sauver Escrosi. On s'en doutait un peu, les cloportes se serrent les coudes. Estronzi, Lecornu et maintenant Valls. Une tribune de barrage contre l'extrême droite est partagée par l'équipe de Christian Escrosi, signée en tête par Manuel Valls. C'est étrange quand même, hein, les macronistes viennent d'inventer la coalition des affreux salés méchants. Repoussoir. Si on écoute les médias, ces élections se sont très bien passées, tout va très bien, Madame la Marquise. Comme d'habitude, ces journalistes vous mentent. Coup de colère d'Alexandre Jardin. Impressionnant. Je sors de l'enregistrement d'un plateau télé où j'évoque la crise de la démocratie qui touchait jusqu'ici les scrutins nationaux et qui désormais ronge, fait historique, les scrutins locaux. Et soudain, feu croisé des journalistes pour affirmer « Pas du tout, tout va très bien dans les grandes villes, à Paris, etc. » Quel besoin ont-ils de minimiser la crise démocratique? Ça sert à quoi le déni de plateau? Quel besoin ont-ils de prendre, pour exemple, des métropoles qui, planète à part, sont désormais hors de l'orbite française, du destin commun des Français? La crise de la démocratie se réglera par plus de démocratie directe. Les gueux sont à la manœuvre par amour de la France. Soyons précis. Sortie de quelques grandes villes, la gauche est en recul partout pour calmer le délire des médias, dont CNews, sur le succès de la France insoumise, qui est arrivée en tête dans les villes de plus de 30 000 habitants, LR 133 villes, PS 81, Rassemblement National UDR 73, PCF 38, Horizon Modem 23, Les Verts 9 et la France insoumise 5. Et il faut ajouter que les socialistes s'attendent à des défaites historiques. C'est donc la panique rue de Solferino. Souvenez-vous, il y a encore un mois, François Hollande lâche Mélenchon et accuse la France insoumise d'avoir une double responsabilité pour Quentin. Là, il y a une double responsabilité de la France insoumise. Mélenchon et ses amis ont fait la promotion de la brutalité et ils ont soutenu la jeune garde. Et d'ajouter dans la foulée, la clarté, c'est une dynamique. La clarté, c'est de ne pas faire d'alliance avec la France insoumise.
et de mobiliser tous les électeurs qui veulent faire gagner la gauche. Petite digression, comment des Français ont pu voter pour cette face visqueuse de François Hollande? Non seulement il nous a donné Emmanuel Macron, mais également Mélenchon. Oui, promis, juré, craché, pas d'alliance avec la France insoumise. Ils sont sortis de l'arc républicain. Et hier soir, aux 20h. Il y a quasiment 35 000 communes en France. Vous allez me parler de 5 villes. Ce ne sont pas des petites villes. Ce ne sont pas des petites villes. Ce sont des grandes villes emblématiques où vous aviez dit il n'y aura pas d'alliance. La question qui est posée... Après avoir dit pique-pendre de la France insoumise, impossible de s'allier avec un parti comme il est, anti-républicain. Le PS dit qu'il faut s'allier avec la France insoumise au deuxième tour dans 5 grandes villes. Ces gens ont imposé un cordon sanitaire anti-RN à la droite la plus bête du monde depuis 40 ans. Mais quel foutage de gueule! Ah, ces socialos, ils sont dans un bourbier, mais alors bien profond. Parce que d'un côté, les macronards sont laminés, et de l'autre, ils ne peuvent plus gagner une élection sans la France insoumise. Et c'est là que tout va se jouer. L'alliance avec la France insoumise est-elle le baiser de la mort? Va-t-elle les faire perdre dans toutes ces villes? Avignon, PS, la France insoumise, Besançon, écologiste, la France insoumise, Brest, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Nantes, Strasbourg et Toulouse. Vous voyez le risque? L'électeur modéré de gauche qui n'apprécie pas la France insoumise pourrait s'abstenir. Mais en même temps, à Paris, à Marseille, à Lille, à Bordeaux, où il n'y a pas eu d'accord avec la France insoumise, la gauche peut-elle gagner? La grande inconnue du scrutin de dimanche, c'est l'abstention. La France connaît une crise majeure et une défiance des Français envers les politiciens. 56% de participation, c'est historiquement le plus mauvais résultat depuis la Seconde Guerre mondiale, à l'exception du Covid. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques raisons qui expliquent cette abstention. D'abord, la guerre entre l'Iran et les États-Unis qui a certainement fait écran à la campagne électorale. Mais il y a surtout le dégoût et la colère contre les politiciens. Par contre, quand il y a des enjeux, les électeurs se déplacent. Et pour ce second tour, il y a de sacrés enjeux. Les électeurs vont-ils revenir vers les urnes pour sanctionner la gauche, leurs mensonges, leur gestion calamiteuse et leur soutien du poudré? Tout est là. Tenez, un mensonge de ces socialistes. Écoutez, vous le savez, je l'ai dit, il n'y aura pas d'accord avec la France insoumise. La campagne démarre, ils ont désormais des chefs de file. Le 28 janvier 2026, Johanna Roland, maire PS de Nantes, affirmait publiquement pas d'alliance avec la France insoumise au second tour. Mais vous le savez, miam miam, la gamelle, Johanna Roland conclut un accord avec la France insoumise pour le second tour des municipales. Elle est vice-présidente du PS. Il ne reste plus que les macronards dans l'arc républicain. Attendez, Johanna Roland, vous devenez complice donc de la jeune garde. Remarquez, ce n'est pas un scoop, voir mes entretiens à ce sujet. Mais cela a le mérite d'être officiel. Coup de gueule aux grandes gueules. Pendant des semaines, on a parlé de la jeune garde, de collaborateurs d'un député insoumis qui sont aujourd'hui accusés de meurtre, qui sont d'ailleurs en prison. Ce député Arnaud est toujours en fonction. Jean-Luc Mélenchon le soutient la jeune garde qui est donc accusée d'avoir tué quelqu'un dans la rue. Et finalement, tout ça... Mais tout cela passe crème. Ce qui compte, c'est garder son steak. Il y a un double discours qui est insupportable. Et Olivier Faure, il nous prend vraiment pour des imbéciles. C'est ça qui est complètement fou, hein. C'est que la France insoumise a justifié le lynchage d'un homme à terre. Que dire d'autre? Didier Maisto, je suis assez têtu et le répéterai jusqu'à ce que ça rentre dans les crânes les plus étroits et les fronts les plus bas. On peut être farouchement opposé à l'idéologie fasciste et condamner sans embâche le lynchage de Quentin de Ranc. Mieux, on le doit. Mélenchon et les autres nous ont imposé des Raphaël Arnaud et des Délogu. Mais il y en a d'autres à la France insoumise. Pensez à Picmal, un excité celui-là. En direct municipal à Toulouse, le PS et la France insoumise annoncent une liste commune pour le second tour.
PS et la France Insoumise font liste commune à Toulouse. La gauche respectable se couche derrière la France Insoumise, le parti qui utilise dangereusement la violence en politique. Dans cette classe politique minable, sans vision ni projet, il n'y a que la gamelle qui compte, les dégager avant qu'ils ne détruisent la France. Frexit. Il n'y a pas d'ailleurs que le Parti socialiste qui trahit, il y a également la France insoumise. Pour le Parti socialiste, la France insoumise était radioactive et en dehors de la République, et pour la France insoumise, le PS était un collabo macroniste de la pire espèce. Et pour aller à la soupe, tout ce petit monde arrange les bidons sur le dos des Français. Tous les partis politiques à l'Assemblée sont des cancers qui se nourrissent des Français en les tuant à petit feu. Mais sur ce tas de fumier, on peut espérer voir pousser de jolies choses. Et oui, les Français dégoûtés, peut-être ce dimanche, sanctionneront ces balles de faux cul et de castor. Quant à la France insoumise, elle ne se porte pas si bien que cela. Municipale 2026, hors Saint-Denis, Roubaix, La Courneuve, Saint-Fons et Argenteuil, les candidats de la France insoumise sous-performent dans leur bastion de 2024. Et encore, lorsqu'on regarde à la loupe leur succès, on découvre qu'ils ont gagné grâce à l'abstention. En réalité, le nouveau maire insoumis de Saint-Denis n'a été élu qu'avec 13 500 voix, dans une ville de 150 000 habitants. Dans ces enclaves communautarisées, les habitants votent si peu que la France insoumise n'a qu'à mobiliser une poignée de militants pour l'emporter. Et voyez ce qui arrive au Parti socialiste dans ces communes gagnées par la France insoumise. Tout à l'heure sur ce plateau, il y en a qui rappelaient que évidemment Saint-Denis c'était la ville des rois. Aujourd'hui c'est toujours la ville des rois, mais c'est aussi la ville où il y a beaucoup de... Rochebain, Saint-Denis c'est la ville des rois, Bagayoko, des Noirs, la ville des Noirs. Merci à cet élu de la France insoumise de sa sincérité en disant que l'appartenance ethno-raciale prime sur tout le reste. Il n'a pas dit que Saint-Denis était la ville de tous, non, c'est la ville des Noirs. On peut apprécier ou réprouver la France insoumise, mais ce parti a le mérite d'être sincère au sujet de la transformation de la France en un pays arabo-africain. C'est une qualité estimable. Et dans leur joyeux monde, il n'y a plus de socialistes. Hanotin, le maire PS de Saint-Denis, éjecté, était directeur de campagne de Benoît Hamon. Autant dire un collabo de première. Ça ne l'a pas empêché de se faire virer comme un vilain colonialiste facho d'extrême droite par la France insoumise. Vous y passerez tous, même après vous être mis à quatre pattes. Et le pire, c'est que les socialistes le savent, ils en ont conscience. Cela en dit très long sur ce qu'ils sont. De petits et minables opportunistes. Donc, la France insoumise, il faut quand même rappeler pourquoi la France insoumise fait peur. D'abord, ils défendent systématiquement le fanatisme religieux. Je ne vais pas rappeler toutes les affaires, mais Guiraud, Roubaix et les autres. Ils ont une certaine proximité avec le narcotrafic, Kerbrat, Delogu, et surtout, ils sont les meilleurs avocats des racailles. Ils justifient les milices, la violence et le lynchage. Je vous renvoie à l'affaire Quentin. Ils militent pour la fin de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux où ils veulent interdire les chaînes qui les contredisent comme CNews. Ils célèbrent le droit à la paresse et, bien évidemment, la taxation extrême. La France insoumise déteste tout ce qui est français et ils le disent sur tous les plateaux de télévision. Chirikou, la petite amie de Mélenchon, veut raser par exemple le Sacré-Cœur à Paris. Ils désirent également l'instauration d'un wokisme extrémisme. Oui, ils arrivent à souder les LGTB et les fanatiques religieux. Il y aura des cocus dans cette histoire, et ils sont généralement financés, tout au moins leurs associations, par Georges Soros. Bref, ils sont des maboules sans foi ni loi. Si on en croit les dernières estimations et les derniers sondages, les Français restent très très hostiles à la France insoumise. C'est la raison pour laquelle je suis assez optimiste pour le second tour des élections municipales. Parce que, sortis de leur bastion, de leur quartier, la France insoumise fait de très petits scores. Et nous avons eu de belles surprises ce dimanche. Coup de tonnerre dans la 4e ville du département. Briane Masson, Rassemblement national, est élu maire dès le premier tour avec 50
7,2% des voix. Louis Nègre, LR, maire depuis 1995, sort par la petite porte à Cagnes-sur-Mer. Et dans des villes tenues par les socialistes depuis des générations, la droite fait de bons scores avec presque 34% des voix. Julien Bonny, LR, devance nettement le maire sortant socialiste Olivier Bianchi, 30%, candidat à sa propre succession pour un 3e mandat. Derrière, la députée insoumise Marianne Maximy s'impose avec 17%, tandis que le Rassemblement national d'Antoine Darbois franchit la barre des 11% et peut se maintenir avec 6,4%. Le candidat citoyen Yannick Cartaillet se trouve en position de fusionner. Cette ville de Clermont-Ferrand va-t-elle basculer à droite? Une première historique. On suivra donc tous ces résultats dimanche. Vous êtes très nombreux à m'avoir posé la question, comment se fait-il que les habitants de Nantes, de Paris ou d'autres villes tenues par les socialistes peuvent encore voter pour les équipes sortantes? Oui, c'est un grand mystère. Nantes, dans les transports en commun, les femmes sortent armées de couteaux. On ne marche plus dans la rue sans être accompagné d'hommes. Même en voiture, on n'est plus en sécurité. Une fois en rentrant du cinéma, 5 hommes m'ont poursuivi, raconte Jade dans Point de vue. C'est le paradoxe bobo. Les femmes ont peur dans la rue, la gauche caviar place ses enfants dans des établissements privés catholiques. Mais cela ne les empêche pas de voter pour ces socialos responsables de ce chaos. Explication. Les socialistes parisiens ont construit un bastion électoral en achetant leurs électeurs par la dette et en faisant payer l'addition par les impôts des électeurs de l'opposition. C'est une machine sociologique infernale et communautariste, au moins aussi anti-républicaine que la stratégie de la France insoumise. Et cette terrible stratégie est mise en place un peu partout dans les villes tenues par la gauche. Comment fonctionne donc ce clientélisme progressiste? Des subventions aux associations qui engraissent les réseaux, qui en échange soutiennent les élus socialos. Conformisme de gauche entretenu par les fonctionnaires, les partis, les journalistes. Il faut savoir qu'à Paris, il y a tout le monde de la télévision. Et puis, les aides diverses et variées, HLM, accueil migrants, etc. Cette fameuse politique inclusive, encore un terme de la langue orwellienne, parce que c'est la destruction des commerces, c'est la chasse aux vieux et aux familles. Cela permet de cimenter cette clientèle bobo qui permet aux socialistes de se maintenir au pouvoir dans ces villes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont absents dans le reste du territoire français, dans la France périphérique. Et ils sont prêts, tous ces bobos, à toutes les compromissions. Mais comment expliquer l'incroyable omerta autour des abus sur les enfants comme sur les seniors, couverts par la mairie de Paris? Pour répondre à cette question, vous voyez mon dernier tweet, la colonne subvention réseau, à laquelle vous ajoutez la colonne inclusion. Avec la gauche, c'est la France Soros Epstein, municipale 2026, 2 maires mis en examen pour agression sexuelle en Haute-Vienne et dans l'Orne, réélus. Oui, que dire de tous ces candidats qui ont quand même de sales affaires aux fesses? François Bayrou, Pau, près de 34% en tête du premier tour, accusé d'inaction, de mensonge et de couverture institutionnelle dans l'affaire Bétaram, violence physique et sexuelle sur des mineurs. Jean-Michel Baillet, Valence d'Agen, élu au premier tour, accusé d'agression sur mineur de 12 ans, non poursuivi, car affaire prescrite. Michael Delafosse, Montpellier, 33% en tête du premier tour, se revendique grand ami et fils spirituel de Jacques Lang. Emmanuel Grégoire, Paris, presque 38% en tête au premier tour. Gestion calamiteuse de violences sexuelles dans le périscolaire à Paris, agression sur des enfants de 3 à 5 ans, enquête judiciaire ouverte contre des agents. Edgar Moulin, Saint-Hélier-les-Bois, 61% élu au premier tour, une liste mise en examen au printemps 2025 pour agression sur personne, se livrant à la prostitution, proxénétisme aggravé, recours habituel à la prostitution de mineurs et détention d'images épouvantables. Dans une république et une démocratie normale, ces candidats auraient dû être éjectés dès le premier tour.
Voilà, notre pays a un vrai problème depuis Emmanuel Macron dans la crise de conscience de la protection des enfants et plus généralement à l'égard de ces criminels et de ceux qui sont bien trop conciliants à leur égard. Il faut dire qu'ils sont certainement protégés par des gens très puissants, oui, ceux qui sont tout en haut de la pyramide. Quant aux journalistes, ils sont occupés, vous le savez, à traquer Patoche. Vous avez été quelques-uns à me demander, mais pourquoi le pétrole, ce lundi, n'a pas atteint 150 $ comme le prévoyaient certains analystes? Oui, il se maintient autour de 103-104 $ le baril pour le Brent. Pour bien comprendre, nous sommes face à un bras de fer. Trump tente de faire baisser le prix du baril, les Iraniens font tout pour qu'il monte vers les sommets. Donc, pourquoi le prix du baril ne s'est pas envolé lundi? Le Japon a vendu ses stocks stratégiques de pétrole, cela a contribué à apaiser le marché. Cela avait été demandé par Donald Trump. Il y a également une prise de bénéfices de certains fonds de pension. Il n'y a pas eu d'escalade ce lundi. Les pays de l'OTAN ont refusé de rejoindre Trump pour débloquer Hormuz. Les gros investisseurs, les fonds de pension, parient sur une fin rapide du conflit. Trump a gagné entre guillemets, en fait cela signifie que les Américains doivent se désengager rapidement du conflit. Un constat, si les Iraniens ne sont donc pas arrivés ce lundi à faire augmenter les prix du baril autour des 150 $, Trump n'est pas arrivé non plus, contrairement à ceux qui disaient, à faire baisser le prix du baril sous les 100 $. La parole de Trump est démonétisée. Jour 1, la guerre commence. Jour 5, petite excursion. Jour 10, pratiquement fini. Jour 13, nous avons déjà gagné. Jour 15, qui veut venir défendre le détroit d'Ormuz avec moi? Comme nous le répétons dans ces entretiens, Trump s'est mis dans un sacré bourbier. Il affirme dans les médias qu'il va obtenir des Iraniens un cessez-le-feu. Réponse iranienne. Nous n'avons jamais demandé de cessez-le-feu. Nous n'avons même jamais demandé de négocier, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Il a ajouté que l'Iran continuera de se battre jusqu'à ce que Trump comprenne qu'il s'agit d'une guerre illégale, sans victoire possible. Des gens se font tuer uniquement parce que le président Trump veut s'amuser, a déclaré le ministre, en référence aux scandaleuses déclarations de Trump. Et Trump enchaîne donc revers sur revers. Les pays de l'OTAN ont refusé de rejoindre sa coalition pour débloquer le détroit d'Ormuz. Et comme toujours, pour se venger, Trump s'est essuyé les pieds sur Emmanuel Macron. Le président Trump évalue ses entretiens avec le président français. Je lui ai parlé, sur une échelle de 0 à 10, je dirais 8. Pas parfait, mais c'est la France, on ne s'attend pas à la perfection. Trump est de plus en plus minable. L'ennemi n'a pas réagi comme prévu par notre plan. Il n'était pas supposé se défendre ainsi. Nous avons été choqués. Des fois, il faut se pincer. Trump est choqué par les bombardements iraniens sur Bahreïn, Koweït et Arabie Saoudite. C'est quand même énorme. Les Américains déclenchent une guerre illégale contre l'Iran, qu'ils bombardent à partir de quel pays? Bahreïn, Koweït, Arabie Saoudite. Et ils sont étonnés d'être attaqués sur leur base du Koweït et d'Arabie Saoudite. Mais c'est pas possible. Et pour détourner l'attention, Trump décide de s'attaquer à un nouveau pays. Donald Trump estime qu'il aura l'honneur de prendre Cuba d'une manière ou d'une autre. Et dire qu'il a été élu sur une promesse, pas de guerre. Et les conséquences de son irresponsabilité, 3,2 millions de déplacés en Iran, une guerre qui s'enlise et un coût humain déjà épouvantable. 3 semaines après le début des bombardements de la coalition américano-israélienne contre l'Iran, le HCR évoque jusqu'à 3,2 millions de déplacés internes. Et il ne faudrait pas oublier la catastrophe humanitaire au Liban. Combien de morts, de blessés? Les premiers bilans qu'on lit sur les réseaux sociaux sont terribles. A-t-on des chances de voir cette guerre s'arrêter rapidement? Oui, si on en croit les Américains. Les États-Unis épuisent rapidement leurs ressources pour absorber le choc pétrolier lié à la guerre contre l'Iran. Les pétroliers américains ont envoyé un message sombre aux responsables de l'administration Trump. La crise énergétique déclenchée par la guerre contre l'Iran risque de s'aggraver.
Comme nous ne cessons de le répéter dans ces entretiens, si la guerre dure, les USA sont menacés d'un krach boursier avec l'inflation. Les Russes l'ont bien compris. Le représentant spécial du président Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, déclare que les prix du pétrole vont dépasser 150 $ au cours des 2 à 3 prochaines semaines. Et la France, elle est menacée plus que les autres pays. Une raison, c'est Macron l'irresponsable qui est aux manettes. Une réunion de crise a été organisée par Sébastien Lecornu, plusieurs informations indiquant que la France aurait déjà épuisé ses stocks de missiles au Moyen-Orient. Réunion de crise et Sébastien Lecornu dans la même phrase. Mais comment se fait-il que nous n'ayons plus de missiles ? Déjà, nous en avons fourni un nombre astronomique à l'Ukraine. Mais il y a une deuxième raison. La France s'est engagée à protéger les États arabes unis. Nos rafales ont donc attaqué les drones iraniens. Mais voilà, nous n'avons plus de munitions. Peut-on espérer une sortie rapide de la guerre? Oui, si on en croit le porte-parole de Tsahal. Tsahal affirme que le renversement du régime iranien ne fait pas partie des objectifs de guerre. Et là, on peut avoir une pensée émue pour tous ces naïfs qui m'ont harcelé pendant 10 jours, qui m'expliquaient que cette guerre, c'était pour renverser les mollahs. Manifestement, certains n'apprennent rien des leçons de l'histoire. Soutien à Xavier. J'ai porté plainte contre le ministère des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, pour diffamation et ai lancé une série d'actions en justice contre les institutions françaises et européennes après que le Conseil européen m'a mis sous sanction le 15 décembre 2025. Ces sanctions visent à m'interdire d'exercer ma profession d'écrivain journaliste et d'expert, notamment pour la chaîne RT. Mon affaire pourrait devenir un précédent inquiétant pour la liberté d'expression et pose une question simple. La République française respecte-t-elle encore sa propre constitution qui garantit la liberté d'expression, de pouvoir bénéficier d'une assistance juridique et protège la propriété privée ? Macron vraiment nous aura tout fait, jusqu'à persécuter ceux qui le critiquent. Orban et son soutien. Une foule nationaliste massive a envahi les rues en Hongrie pour s'opposer au parti de gauche, à l'Union européenne et soutenir le Premier ministre de droite, Viktor Orban, qui a déclaré « Les Américains ont déjà fait les premiers pas. L'Europe ne surmontera pas la crise énergétique sans le pétrole russe. C'est pourquoi l'Union européenne doit lever les sanctions contre le secteur énergétique russe », a déclaré Viktor Orban. Le conflit au Proche-Orient a entraîné une pénurie de matières premières et provoqué une forte hausse des prix des carburants dans les pays de l'Union européenne, a-t-il souligné. Hier, je vous montrais que le Premier ministre belge exprimait un avis similaire, vers un retour de la raison. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec le Gorafi. Pour couvrir les municipales, Gulli recrute Matteo Duhamel, 3 ans et demi. Quant à sa tante, Nathalie Saint-Cric, sanctionnée par France Télévisions. L'éditorialiste vedette du service public écope d'une semaine de suspension après sa sortie sur X-Ciotti, renommée Benito, alors qu'elle pensait son micro fermé. Grosse sanction de France TV, privée de dessert. Dans la rubrique « Macron est prêt à tout » afin que l'on parle de lui. Vote au Touquet, l'étonnant choix d'une chemise de style iranienne. Remarquez qu'Estrosi est prêt à faire de même pour gagner les voix de la France insoumise. Sébastien Delogu désire apporter sa pierre au futur porte-avions français. Il propose le Jean Moule 2. Et oui, car le Jean Moule 1 est déjà pris. Merci à Karine Dubernay. Dans cette commune, de drôles de noms. Paraît-il que ce n'est pas un fake, mais si on devait rétablir la vérité historique, il ferait liste commune. Coup de théâtre, les macronistes fusionnent avec les macronistes. Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel fusionnent au second tour. Mon Dieu, qu'on est étonné. Mais c'est devenu un sketch. Bibi n'était toujours pas là au Conseil de sécurité. Par contre, on le voit dans de drôles de vidéos. Ce qui amuse beaucoup les débunkers. Bibi porte une alliance à l'annulaire de sa main gauche et à 0,48, cette bague a disparu.
Nous sommes à nouveau en présence d'une vidéo, selon Philippe Conté, réalisée par l'intelligence artificielle et c'est la 3e de suite. Que cela signifie-t-il? On a tous une petite idée. Allez, avant de se quitter, un rappel. Certains prétendent faire intervenir le nom de Dieu dans ces décisions mortelles, mais Dieu ne peut pas être enrôlé par les ténèbres, a déclaré le pape Léon XIV, critiquant ceux qui invoquent la religion pour faire la guerre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.